Allumage et décollage. Bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette vidéo-transmission Ariane Espace pour cette 6e mission de l'année et un retour en vol de notre lanceur léger Vega. C'est une mission tout à fait particulière ce soir puisque ce n'est pas moins de 56 satellites qui se trouvent à bord de Vega pour cette toute première mission de covoiturage, pour ainsi dire, d'Ariane Espace. Ici, en plateau avec nous à Paris, Béatrice Romero, qui est directrice de programme Ariane Espace. Merci, bonsoir. Et à ma droite, Alexandre Dallonneau, qui est directeur système Vega et Vega C. Alexandre va rester avec nous toute cette soirée pour nous expliquer les différentes étapes. Merci à toi, Lise, et bonsoir. Et donc, cette vidéotransmission est transmise en anglais et en français grâce à Marc Fermin et Alexandre Carayon. Donc, nous sommes maintenant à Kourou, où nous voyons notre Vega avec les passagers à bord, bien à l'abri sous la coiffe. Et sans plus attendre, nous retrouvons Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace. Alors, comment se passent les choses à Kourou? Est-ce que vous pourrez nous présenter vos équipes? Bonsoir, Lise. Alors, nous sommes ici au centre de contrôle de Jupiter, nous sommes dans la cellule de vol. Et permettez-moi de me présenter mes collègues, Bruno Gérard, ici, responsable ici en Guyane, nous avons le président, M. Rizzo, notre maître d'œuvre pour Avio, et nous avons notre ingénieur-chef adjoint, M. Tippet. Et donc, comme on le disait, c'est la première mission de covoiturage d'Ariane Espace. Parlez-nous de cette nouvelle offre. Oui, c'est très important parce que ce soir c'est vraiment une première. Pour la première fois en Europe, nous allons avoir une mission qui va embarquer 53 satellites dans un même lanceur, à savoir Vega, c'est une nouvelle offre, et bien pour répondre à la demande de marché émergent, les petits satellites de quelques grammes à une centaine de kilos. Donc c'est quelque chose qui va permettre un accès à l'espace pour tout un tas de nouveaux clients. Alors malheureusement, c'est un vol qui a été retardé plusieurs fois. Pourquoi donc ? Oui, nous avons dû reprogrammer le lancement, car en mars, eh bien, nous avons subi les effets de la pandémie et vous le comprenez bien, nous avons dû ralentir nos activités opérationnelles. En juin, nous étions prêts à retrouver le pas de tir avec nos clients, mais étant donné des vents en attitude défavorable, il n'était pas possible de lancer, mais ce soir, le temps est avec nous. Comme vous pouvez le voir sur les écrans de contrôle, la météo est au vert. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça vous fait plaisir de vous entendre le dire. Et ce soir, c'est bien sûr donc le retour en vol de Vega. Oui, bien, il y a un petit peu plus d'un an, Vega a connu une anomalie et après un tempo de réussite absolument impressionnant. Ça arrive dans le spatial. Nous avons travaillé avec tous nos partenaires, avec les Avio, et nous avons identifié la cause profonde de l'anomalie et nous sommes prêts ce soir pour ce lancement. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir rejoints. Alors je sais que vous avez sans doute beaucoup de choses à faire. Nous sommes maintenant à 10 minutes du décollage, alors on va vous laisser retrouver vos équipes et vous remettre au travail. Merci d'avoir pris ce moment pour nous parler. On vous retrouvera après la deuxième séparation dans environ 1 heure. Merci encore Stéphane. Et nous vous reparlons dans 1 heure donc. Merci Lise. Merci Stéphane.
Alors Béatrice, on le disait à l'instant, une année riche en rebondissements. On lance VV16 ce soir et vous travaillez déjà sur le prochain lancement. Oui, c'est exact. Et nous travaillons déjà sur VV17. Eh bien, pour VV16, Volvega 16, nous sommes très fiers d'être là pour ce lancement car nous avons dû surmonter grand nombre d'adversités, comme Stéphane vient de l'expliquer. Le vol était initialement prévu en mars et la campagne a été mise en pause 10 jours, juste 10 jours avant le lancement, en raison du confinement imposé par la pandémie, la Covid-19. Après environ 2 mois de mise en veille, la campagne a ensuite repris pour une nouvelle tentative de lancement fin juin, malgré les difficultés de la crise sanitaire. Mais à cette époque-là, la météo n'était pas de notre côté, comme l'expliquait Stéphane. Donc nous voici donc maintenant pour Volvega 16, et comme vous l'avez dit, nous préparons déjà la prochaine mission Vega, j'espère en novembre. Alors comme toujours, dans le spatial, il faut regarder vers l'avenir. Donc revenons à la mission de ce soir. Comme je vous le disais, Alexandre va nous expliquer l'ensemble des jalons importants. Mais quels vont être les jalons de cette soirée ? Bien entendu, Lise. Alors, suite au décollage du CSG, le premier étage à propulsion en poudre, le P80, va démarrer la mission avec une durée de vol inférieure à 2 minutes. Et bien, les deuxième et troisième étages, Zefiro 23 et Zefiro 9, permettront aux lanceurs de prendre de la vitesse grâce à leur propulsion suivie de leur séparation respective. Après 6 minutes et 30 secondes, le lanceur atteindra une vitesse hypersonique autour de Mach 11 à 200 km d'altitude. L'étage supérieur de la Vroom allumera son moteur pour la première fois pendant environ 8 minutes en visant les conditions orbitales. Après une première phase balistique longue, un rallumage se produira pendant environ 1 minute et 30 secondes avant de libérer les 7 premiers satellites à 515 km d'altitude. À ce stade, nous mettrons fin au webcast, mais vous pourrez suivre, bien entendu, sur les réseaux sociaux le reste de la mission. La séquence client se terminera par la libération des 46 CubeSats, 15 km plus haut, après 2 brefs allumages de la Vroom et une deuxième longue phase balistique. Et donc la mission qui aura une durée totale d'1 heure et 45 minutes. Merci beaucoup pour ces explications, Alexandre. On vous retrouve dans peu de temps. Mais Béatrice, vous travaillez avec les clients sur un grand nombre de ces missions. Il y a une campagne qui se déroule de façon bien organisée pour chacun de ces lancements. Et généralement, ça se déroule au CSG, le Centre spatial guyanais. C'est en fait un terrain énorme qui fait la taille de New York, de la ville de New York, 700 km². Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite guidée des installations utilisées pour Vega? Oui, bien entendu. Donc ici, nous avons les ensembles de préparation des charges utiles. Ce sont des bâtiments où les satellites sont préparés pour le lancement. Voici les installations de charges utiles les plus avancées au monde. Cela permet de préparer plusieurs campagnes de lancement en parallèle, car il y a 2 halls de salles dédiées aux opérations autonomes et 2 autres bâtiments pour les opérations dangereuses. On les voit à gauche de l'écran ici, comme le remplissage en propergol. Voici les ensembles de bâtiments pour Vega et voici maintenant le centre de contrôle de lancement de Vega, où les opérations des lanceurs sont bien contrôlées. Et c'est le même centre que celui utilisé pour les lancements d'Ariane. Et voici le pas de tir Vega, une très belle vue ici de ce pas de tir. Le lanceur est directement intégré sur la plateforme et le composite de charge utile rejoint le lanceur. Et toutes ces opérations sont effectuées à l'intérieur du portique mobile. Ce portique est ensuite reculé environ 3 heures avant le décollage.
Voici l'entrée du centre de contrôle de la mission Jupiter 2, et situé à l'entrée donc de la base de lancement, et juste à droite de l'entrée. Et nous aurons plus tard l'occasion de voir à quoi cela ressemble de l'intérieur. Et voici Galio, situé sur la montagne des Pères, à environ 20 km de la base de lancement. Les premières minutes de la trajectoire des lanceurs sont suivies à partir de cette station. Merci beaucoup, Béatrice. Donc là, on a un bel aperçu de ce qui se passe là-bas à Kourou. Alors, Alexandre va nous égrener les différentes étapes du lancement, mais vous entendrez aussi une autre voix très importante, c'est celle du DDO, le directeur des opérations. Ce soir, Raymond Boyce. Le DDO, donc, est la personne qui annonce les étapes essentielles. Et il y en a une qui approche, n'est-ce pas, Alexandre? À H-4 minutes, on devrait entendre le début de la... Attention pour la séquence finale lanceur. De la séquence synchronisée, donc. Top à 0-4 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est une étape importante. Tous les systèmes représentatifs de la campagne du lanceur et de la partie supérieure sont au vert. On peut donc continuer jusqu'au début de la séquence automatisée, 30 secondes avant le décollage. En d'autres termes, c'est l'examen médical avant l'embauche. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en bonne santé, prêts à prendre notre poste. Donc Vega est prête à partir. Oui. Super. Alors, un autre élément essentiel du centre de contrôle, si on revoit les images de Jupiter, c'est cet écran géant qui domine le bocal et ses équipes, qu'on appelle le panneau d'état. On va voir, comme Alexandre nous le disait, là que l'ensemble des voyants sautent au vert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, alors vous pouvez voir à l'écran ce panneau des statuts qui présente l'ensemble des systèmes, des sous-systèmes provenant des ensembles de lancement, en voyant leur statut vers le centre de contrôle de mission. D'une part, la campagne représentative des critères de sauvegarde, de la logistique et des moyens au sol. D'autre part, la santé du lanceur avec des contrôles électriques et mécaniques. Enfin, la partie supérieure vérifie l'état du distributeur, du dispenseur SSMS et des satellites. Lorsque le feu de signalisation est au vert, les statuts sont au vert, vous pouvez y aller. Si c'est rouge, le lancement s'arrête. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, vous allez nous décrire les différents moments, puisque vous êtes expert, mais vous trichez un peu, puisque vous recevez des informations dans l'oreillette. Oui, alors je suis directement en liaison avec nos collègues du CVI à Kourou, grâce à cette oreillette. Le DDO aussi les reçoit. Exactement, et son équipe reçoit tous les paramètres, et donc le CVI reçoit tous les paramètres de vol Vega à Galio, et les équipes disposent de 3 panneaux axés sur les paramètres de propulsion, les activations de navigation et de contrôle de guidage et de trajectoire. Le chef de la CVI synthétisera leurs nombreux retours en temps réel, transmettant des informations au DDO. Et ces informations, donc, il y a de très nombreux paramètres, des centaines de paramètres qui sont collectés et qui ne peuvent pas être analysés tous en temps réel. Donc, l'analyse profonde commence le lendemain du lancement. Exactement, dès demain. Et ces informations serviront pour les lancements suivants. Oui, effectivement, toutes les informations permettront de tirer des enseignements de ce vol pour améliorer le vol suivant. Et voilà, donc, autre étape, la voix du DDO. Top à 0-1 minute. Et voilà, c'est bientôt parti. Alors voilà, tous les voyants sont verts, la météo est bonne, tous les statuts sont bons, nous nous rapprochons de la séquence automatisée et je garde mes doigts croisés. Eh bien, nous aussi, on croise tous les doigts, ici à Paris. Alors, on va souhaiter bonne chance à tous et puis on va se taire pour admirer le spectacle. À tous de DDO, attention pour le décompte final.
6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage P80. Allumage P80, décollage. La certaine masse force fly. Et voilà, c'est parti. Quel spectacle, Alexandre. Ça fait des années que vous travaillez sur ces lancements Vega, mais quel est votre sentiment? Oui, c'est captivant et émouvant à la fois. C'est une renaissance pour Vega. En fait, vous êtes là depuis le début. Oui. Dès le deuxième vol, eh bien, voilà, je dirais que le décollage, eh bien, vous voyez l'accélération du décollage et le lanceur grâce au premier étage. Le P80 affiche une poussée moyenne de 230 tonnes pour une masse totale du lanceur environ 2 fois moindre. C'est ce qui donne à Vega cette impression particulière d'accélération. C'est très impressionnant, Béatrice, non? Et alors, j'avais l'habitude de voir ces décollages, mais toujours à l'intérieur, jamais à l'extérieur. Alors Alexandre, dites-nous un petit peu. Début de queue de poussée du P80. Voilà, des annonces du DDO encore. Les choses se passent très vite là. C'est la fin donc de l'allumage du premier étage. Voici la séparation du P80 qui est confirmée. Et nous passons maintenant au deuxième étage, le Zefiro 23 qui entre en jeu. Et donc on voit encore dans le ciel, il y a un ciel très très clair, on a beaucoup de chance ce soir. Mais les informations sont envoyées par le lanceur à la première station de poursuite, comme on l'a dit tout à l'heure avec Béatrice, la station de Galio, à Kourou, et au centre de contrôle, évidemment, tout le monde suit ce qui est en train de se passer, tout le monde suit de très près. Et vous, sur la droite de votre écran, vous pouvez également voir l'altitude, la distance et la vitesse du lanceur, ainsi que sa trajectoire réelle en jaune. Donc tout est nominal, comme le dit le DDO. Alors, à Jupiter, un certain nombre de personnages importants, représentants de l'Agence spatiale européenne. Nous avons la directrice du bureau de Kourou de l'ESA, c'est la première femme à occuper ce poste, Charlotte, et nous avons aussi Daniel Neuschwander, directeur transport. Et pour le CSG, nous avons Marianne Claire, qui est donc à la tête du CSG depuis 9 mois. C'est aussi la première fois qu'une femme occupe ce poste. Donc, prochain jalon du lancement. La séparation du deuxième étage est confirmée. Passe balistique. De quelques secondes. Et dans quelques secondes, vous allez voir l'allumage du Z9. 5 secondes plus tard, la coiffe est séparée, la coiffe est libérée. Vous voir cette animation montre l'exposition des satellites maintenant. Oui, ça y est, on est dans l'espace, on s'est arraché à l'atmosphère. Et nos passagers maintenant ne sont plus menacés et donc on peut se débarrasser de la coiffe. Oui. Alors première séparation dans 35 minutes et quelques. Un peu plus tôt, nous avons interrogé Fabrizio, directeur de la mission, Fabrizio Marino, qui travaille très dur depuis plusieurs mois, une situation complexe, et voilà ce qu'il avait à nous dire.
Pour cette mission, nous avons 7 microsatellites en position haute sur la structure portante SSMS et 46 nanosatellites placés à l'intérieur d'un module hexagonal. Quelques mots sur ces 7 microsatellites. Le premier satellite à se séparer, un satellite pour le compte du prestataire de covoiturage spatial Spaceflight Inc. Le deuxième est Nemo HD, le premier satellite slovène d'observation terrestre, conçu et construit conjointement par Space SI et le laboratoire de l'Institut des études aérospatiales de l'Université de Toronto. Il sera exploité par Space SI. Troisième, UPMSat 2, un satellite de démonstration orbitale dont l'objectif est l'éducation, la recherche, les applications industrielles et la coopération internationale. Le projet est mené par l'Université Polytechnique de Madrid. Quatrième, GHGSat C1, premier satellite commercial de GHGSat, une société de Montréal, développée par SFL sur la plateforme Nemo, qui a pour mission de mesurer les gaz à effet de serre. Puis sur la plateforme principale, eSail, premier satellite commercial, développé en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, avec Exact Earth en tant qu'opérateur de la mission et LuxSpace en tant que maître d'œuvre. NewSat 6, satellite d'observation construit et exploité par Satellogic, et Ion SCV Lucas, satellite conçu et construit par D-Orbit et capable de transporter un lot de CubeSat dans l'espace et de les déployer individuellement sur des créneaux orbitaux précis. Voilà, c'était donc Fabrizio Fabiani, directeur de la mission de ce vol VV16. Alors Alexandre, on vous retrouve pour nous parler de cette mission. Oui. Alors nous avons eu confirmation de la séparation du troisième étage avec une accélération significative. Et maintenant nous approchons eh bien, la vitesse hypersonique de Mach 11 au-dessus du seuil de l'atmosphère à 200 km d'altitude avec une retombée dans l'océan. Et donc on disait que ce lanceur part vers le nord, on a parlé des stations de poursuite, de celle de Galileo, et les informations sont donc redescendues vers le CVI, le contrôle visuel. Vous avez passé pas mal de temps là-bas d'ailleurs. Oui, absolument. J'ai été devant le panneau de la trajectoire. Il faut que j'ai dédié toute mon attention à ce panneau. Eh bien, mes missions, eh bien, le CVI eh bien, reçoit la télémesure de tous les paramètres de vol de toutes les stations de poursuite au sol mises en œuvre pour cette mission, à savoir Guyane française, les îles des Bermudes, le Canada, la Corée du Sud et l'Australie. Comme vous pouvez le constater, c'est une fabuleuse contribution internationale au service de l'espace. Oui, absolument. Et là, on a acquisition du signal par la station des Bermudes. Et là, Marianne Claire, directrice du CSG, dont je vous parlais tout à l'heure, à l'image. Alexandre, on a eu confirmation du DDO pour le premier allumage de la VOOM. Voilà, c'est fait. Oui, c'est ce que vous pouvez voir. Cet allumage est obligatoire pour cibler et viser les conditions d'orbite, à savoir avec une altitude au périgée supérieure à 120 km. Qu'est-ce qui se passe pendant la phase de la VOOM? Eh bien, pendant cette phase de vol menée par la VOOM, la station terrestre canadienne de télémesure Saint-Hubert est en train d'acquérir ces données. Le premier allumage cible les paramètres d'orbite intermédiaires. Nous passerons ensuite à la séparation de cet étage. Merci beaucoup Alexandre, je ne sais vraiment pas ce qu'on ferait sans vous d'ailleurs. Et donc rappel, donc première mission covoiturage, 53 passagers à bord de ce vol VV16, 3 séparations. Et maintenant on va écouter Fabrizio Fabiani depuis Kourou. Ce qu'on voit, c'est le mouvement des satellites, de leur séparation qui va se produire dans quelques instants. Il y aura 3 lots de séparation. Le premier avec 4 microsats qui sont sur les tours, ensuite les 3 microsatellites qui se trouvent sur l'étage principal, et puis 10 minutes plus tard et sur une orbite plus haute, séparation de l'ensemble des 46 nanosatellites qui se trouvent dans les modules
hexagonale. Ces modules ont différentes tailles, ils sont plusieurs constructeurs, Isis, Tivac, Astrophane entre autres, et leur principale caractéristique est de protéger les satellites pendant le lancement et de les éjecter dans l'espace quand les ordres de séparation arrivent, et le mécanisme d'ouverture se met donc en jeu. Sur cette mission, nous avons des satellites de 0,25 unités jusqu'à 6 unités, et une unité, c'est un cube qui représente la dimension d'un Rubik's Cube. Nous avons en particulier 38 CubeSat pour des clients commerciaux, observation terrestre, Internet des objets, démonstration en orbite, et 8 clients institutionnels à visée éducative et scientifique. La séparation est assez complexe, puisqu'il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de collision entre les différents CubeSat. Au global, nous avons 21 clients de partout dans le monde, surtout des États-Unis, du Canada, de la Thaïlande, d'Amérique du Sud et de nombreux clients européens. Je suis très fier d'avoir travaillé avec eux côte à côte pendant environ 2 ans. Ça a été une expérience formidable, des échanges avec tous ces individus, toutes ces nationalités et cultures, et j'ai beaucoup appris à leur contact. Ça a été un parcours long et semé d'embûches. Toutes ces données qu'il a fallu recueillir auprès des clients, faire circuler, analyser la mission, toutes ces données. Ça a été un formidable travail d'équipe. Merci à tous. Donc voilà, 53 passagers à bord de notre lanceur ce soir, et parmi eux, quelques-uns d'Amérique du Nord. Et nous retrouvons d'ailleurs Stella Guillen, en direct depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Elle est vice-présidente commerciale et marketing. Bonjour à vous. Hi Liz, so excited to be here. Bonjour Liz, je suis ravi d'être ici parmi vous. Alors on parlait du marché nord-américain. Quelles sont les perspectives pour le SSMS sur justement ce marché américain? Oui, alors sur ces 53 satellites, nombreux sont ceux qui viennent des États-Unis, et ce marché des petits satellites, eh bien depuis 2010, c'était multiplié par 10 ce marché. On parle de satellites de, de 1 kg à 150 kg. C'est un marché significatif ici, de 1 kg à 500 kg. Et nous avons pu développer des solutions pour remporter ces satellites et pour répondre à la demande de ce marché. C'est tout à fait fascinant. Alors, quelles sont les solutions d'Arianespace? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors Arianespace occupe une position absolument unique pour répondre à la demande de ce marché émergent, étant donné notre gamme de lanceurs nous permettant de lancer toute masse à tout moment et pour tout cahier des charges. Ici, ce soir, nous lançons, nous pouvons lancer une constellation NEO, nous avons un programme lunaire également, nous pouvons couvrir l'ensemble des orbites, et donc ceci, nous disposons d'une grande souplesse. Également, Vega C et Ariane 6 nous donneront la flexibilité, la capacité d'aller encore plus avant pour développer des missions pour des constellations. Nous apportons également un appui financier grâce à BPI et à la Banque d'investissement européenne. Donc beaucoup de souplesse et pour les nouveaux entrants et des lanceurs extrêmement fiables. Vous parliez de Vega C. Alors Vega C devrait arriver en 2021. Oui, nous réjouissons de l'arrivée de Vega C et puis pour répondre à la demande de ce marché, ce type de satellite. Et puis nous avons 2 missions à venir pour CubeSat notamment, donc c'est une opportunité sensationnelle avec Vega C et Ariane 6 en perspective, les nouveaux lanceurs.
Je ne sais pas, vous avez peut-être un message à faire passer à vos partenaires? Il nous reste quelques instants. Absolument, je tiens à adresser mes remerciements à tous nos partenaires. Nous savons que beaucoup de personnes travaillent sur ces programmes et un jour de lancement comme cela est tout à fait unique. Donc nous tenons à adresser nos remerciements à nos clients pour la confiance et leur confiance et leur contribution tout au long de cette campagne. Merci beaucoup. Merci Stella de nous avoir rejoints en direct depuis Washington DC. Alors, ici, à Paris, en studio, Béatrice nous a quittés momentanément parce qu'il faut respecter les règles de distanciation physique. Et nous sommes rejoints par Luce Fabreguette, vice-présidente exécutive Ariane Espace. Bonjour, Lise. Alors vous êtes rentré de Kourou récemment, c'est ça? Oui, effectivement, il y a 2 ans. Après il y a 2 semaines, effectivement, suite au lancement réussi d'Ariane. Et je suis ravi de suivre ce soir ce lancement réussi de Vega. Alors, pendant qu'on parlait, Alexandre, l'extinction de l'Avoum. Comme vous pouvez l'entendre, eh bien, vous avez ici le premier allumage de l'Avoum est terminé. Maintenant, nous allons passer à une manœuvre d'orientation. Alors merci pour l'information. Donc on va regarder déjà quelques images du lancement. On va revoir ce lancement, on ne s'en lasse pas après tout. Et je vais vous poser la question, d'ailleurs vous, ça fait un certain temps que vous êtes dans le métier, mais est-ce que vous avez déjà vu des lancements de vos propres yeux? Parce que j'imagine que la plupart du temps vous êtes assis dans un bureau devant un écran. Exactement, malheureusement il m'a été donné de voir que 2 lancements. C'est vraiment un cadeau quand on peut les voir, c'est impressionnant et on s'en rappelle. Ensuite, le travail pendant une campagne de lancement ne permet pas de se réjouir d'un tel spectacle car il faut être concentré sur son travail pendant le vol. Oui, j'imagine bien. Donc la même question s'adresse à vous, Luce. Vous travaillez depuis un certain temps pour Ariane Espace. Oui, ça fait effectivement 15 ans et comme Alex, j'ai vu beaucoup de ces lancements, mais de l'intérieur. Et j'ai eu la chance de voir 10 lancements de l'extérieur. À l'extérieur, Kourou et Baïkonour. Et je veux dire que lorsqu'on voit un lancement de l'extérieur, c'est encore plus impressionnant de le voir de l'intérieur. Même sur le contrôle, on peut entendre le bruit, la vibration de décollage. Mais lorsqu'on est en extérieur, c'est tout à fait magique. Et je ne serais jamais blasé d'un tel spectacle. Oui, moi-même j'en ai fait l'expérience. Et même au sein du centre de contrôle Jupiter, on sent les vibrations. Je suis un petit peu jaloux de ceux qui sont en Guyane française aujourd'hui. Oui, ils ont bien de la chance. Alors la mission de ce soir marque le retour en vol de Vega après plus d'1 an, n'est-ce pas? Oui, absolument. Nous avons eu de la chance au début de Vega. Nous avons donc Vega a eu 14 succès, ce qui est un record. Et puis l'an dernier en juillet, nous avons eu le premier échec de Vega. Et depuis lors, nous avons dû réaliser un travail considérable avec ESA et Avio, nos partenaires. Et maintenant, nous sommes prêts. Et la preuve en est, ce soir, le lancement est tout à fait nominal, absolument parfait, avec le Z23, qui était le problème lors de l'anomalie l'an dernier. Merci beaucoup, Luce. Alors, on va maintenant regarder une brève vidéo de Roland Lagier, directeur technique Ariane Espace. Today's return to flight mission is the result of a major effort of all the Vega community to overcome the failure of VV-15 mission in July last year, which occurred after an impressive series of 14 successful missions. Immediately after the flight, the European Space Agency and Ariane Space set up an independent inquiry commission
co-chaired by ESA Inspector General Tony Tolker-Nielsen and myself as the Arianespace Chief Technical Officer. This commission was composed of independent experts from Avio, ESA, CNES, and ASI space agencies, along with representatives of the Italian and French Ministries of Defense. We worked during all the summer analyzing all available telemetry data from the flight, with special focus on the propelled phase of the Zefiro 23 second stage, during which the anomaly occurred. At the completion of this extensive and thorough process, we defined one possible and most probable root cause. We identified a combination of weaknesses in the design, the manufacturing, and the control processes of the internal thermal protection of the Zefiro 23 casing forward dome. The conclusion of this comprehensive activity were delivered at the beginning of November 2019, with 20 recommendations, out of which 14 were deemed mandatory and to be implemented before today's return to flight mission. In complement to the corrections of the anomalies that triggered the flight VV-15 failure, additional actions were defined, enabling to reinforce the robustness of the design and the production flow. All these recommendations were accepted by the ESA Qualification Authority, which took the lead for managing their implementation in close cooperation with Avio, the Vega prime contractor. Many thanks to everyone who contributed to this effort that will make the Vega launch vehicle more robust and the teams in charge of Vega launch system even stronger and more united. Thank you for your attention, and go Vega! Voilà, c'était donc le directeur technique d'Arianespace, Roland Lagier. Alors Alexandre, vous le disiez tout à l'heure, c'est la renaissance de Vega ce soir. Oui, c'est un vol très important. Et oui, c'est une renaissance après l'anomalie de VV15 et après des mois intenses d'enquête. Et comme Luce l'a dit, eh bien, c'est déjà que suite à 14 réussites depuis 2012. Et puis, grâce, eh bien, parfois, eh bien, cette étape difficile est inévitable, ça fait partie de la vie des systèmes. Donc, on apprend beaucoup, il y a beaucoup d'enseignements à tirer, et cela nous rend plus forts que jamais. Oui, tout à fait. Comme le disait Stéphane Israël aussi, c'est la première mission de covoiturage. C'est une renaissance, effectivement, comme Alex vient de le dire. Et Vega ouvre la voie avec cette nouvelle mission de covoiturage spatial et offre de nouveaux services, propose de nouveaux services à des clients, qu'ils soient institutionnels, répondant à des besoins institutionnels, des universités également, comme l'a signalé, et puis également des clients commerciaux, des nouveaux entrants sur ce marché, avec, eh bien, mettant l'espace accessible pour ces clients. Alors, on va revenir maintenant au CDC, enfin dans quelques instants, parce qu'évidemment, le maître d'œuvre de Vega, c'est la société Avio, et nous allons parler à Giulio Renzo, son PDG, qui va nous rejoindre depuis le CDC, où tout le monde est évidemment très concentré sur la mission de ce soir. Et je crois qu'il reste 17 minutes avant la séparation. Bonsoir Monsieur Renzo, merci de nous rejoindre. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous. Donc on le disait, on le dit, cette vidéotransmission, quelle année? Oui, eh bien, 2020 a été une année semée d'embûches. Nous pensions au début de l'année revenir en vol, mais comme vous l'avez dit, étant donné la pandémie, eh bien, nous avons dû retarder au mois de juin, et puis les conditions météo n'étaient pas favorables, et donc nous avons dû reprogrammer ce vol pour aujourd'hui, début septembre. Mais nous sommes ici ce soir. C'est aussi une première, puisqu'il s'agit d'un vol de validation d'un nouveau service.
Oui, je pense que c'est la première fois pour l'Europe, la toute première fois qu'en Europe nous menons eh bien, cette mission de covoiturage spatial. 53 satellites vont être mis en orbite grâce à un programme financé par l'ESA et mettant en œuvre différents acteurs avec des technologies extrêmement sophistiquées. Nous sommes ravis d'ouvrir ici la voie vers ce nouveau marché des satellites pour l'Europe. On en parlait avec Stella Guillen depuis Washington. Et alors, début 2021, ce sera aussi une grande nouveauté, ce sera Vega C. Oui, effectivement, c'est le projet bien sur lequel nous travaillons depuis 4 ans maintenant, un Vega plus puissant avec une capacité bien, de 700 kilos supplémentaires, donc ici de 2,3 tonnes. Nous passons maintenant à 2,3 tonnes par rapport à 1,5 tonnes maintenant, perfectionnant la technologie pour le bénéfice de nos clients. Donc ce soir, c'est une grande et belle soirée pour vous-même et pour vos partenaires. Tout à fait. Et je tiens à saisir cette occasion d'adresser mes remerciements à tous nos partenaires et toutes les parties prenantes, que ce soit Arianespace, CNES, l'Agence spatiale française, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Eh bien, si ce n'est pas pour notre partenariat, nous ne serions pas là sans ce partenariat. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était Giulio Renzo, PDG d'Avio. Et en fait, nous allons rester au CDC, au centre de contrôle, pour nous adresser maintenant à Marino Franito, qui est... qui fait également partie de la famille Arianespace. Donc, Marino va nous parler un petit peu de cette offre SSMS si particulière. Parce que bien sûr, Vega est le cadet de la famille Arianespace, le plus petit et le plus jeune. Mais la famille Arianespace, c'est 40 ans d'histoire et SSMS est son dernier développement. Marino, est-ce que vous nous entendez? Marino, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir Liz. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, nous sommes ravis d'être ici ce soir et d'avoir vu ce lancement, ce décollage réussi. Alors, je veux dire que Vega est un lanceur qui est conçu pour servir le marché des petits satellites. Depuis son introduction, il a bien réalisé ses missions principalement en servant le marché des satellites légers, les orbites circulaires. Eh bien, le SSMS est notre nouveau service pour structurer notre réponse à la demande de la part de l'industrie des petits satellites. Et Arianespace, en tant qu'opérateur commercial, est le numéro mondial pour le marché des satellites commerciaux. Et notre ambition maintenant est de servir le marché des petits satellites et de l'industrie de ces petits satellites avec un service fiable et régulier vers l'espace. Comment peut-on offrir un service aussi économique ? Comment est-ce possible? Alors, notre solution est basée sur la simplification du processus d'intégration des petits satellites. Et c'est la première fois que nous avons réalisé cette intégration de satellites en République tchèque, en Europe, réduisant ainsi les coûts pour nos clients. Nous avons réduit également le temps d'intégration considérablement, l'intégration jusqu'au lancement. Et je veux dire également, je tiens à remercier nos clients de nous avoir accompagnés, d'être à nos côtés. Et depuis longtemps, depuis autant de temps, d'avoir constaté tout au long de ces problèmes que nous avons connus, que ce soit l'épidémie et autres, eh bien, je tiens à les remercier ce soir. Nous voulons aller vers effectivement un service accessible et fiable pour nos clients. Marino, je suis ravi de vous voir. C'est Lucie qui vous parle. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur la mission?
Oui, alors non seulement l'Union européenne est un client important, mais un partenaire important. Nous devons remercier l'Union européenne et la Commission européenne pour être à nos côtés. Nous ne serions pas là ce soir sans la Commission et le soutien de l'Union européenne dans le cadre de, ce programme extrêmement ambitieux. Et cela nous permet vraiment d'ouvrir l'économie spatiale européenne au-delà de cette mission ce soir et pour établir, asseoir l'Union européenne et d'organiser cet espace économique également. Marino, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Vous êtes sans doute très occupé ce soir. Je me doute bien qu'on n'est plus qu'à 10 minutes de la première séparation. Donc je vais vous laisser vous concentrer avec vos équipes, vous remettre au travail et bonne chance pour la suite. Et merci de nous avoir rejoints, Marino Franito. Thank you, and let's cross our fingers for a bit longer. Merci et croisons les doigts pendant encore quelques minutes. Mais on vous retrouvera bientôt au CDC. Donc, 10 minutes nous séparent de la première séparation. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps. Oui, effectivement. C'est un moment captivant, je dois dire. Lorsqu'on est au centre de contrôle de la mission, comme c'est le cas pour Stéphane et Marino aujourd'hui, lorsque nous sommes avec nos équipes, les équipes du CNES, vous sentez pendant les quelques minutes avant l'annonce de la séparation, eh bien cette concentration, et on entend une mouche voler ici, et tout le monde est dans l'attente de cette annonce. C'est vraiment un moment crucial dans le lancement. Et vous me le disiez avant qu'on entre en plateau, c'est un moment où finalement le silence se fait. Absolument, et le silence est de plus en plus important. Alors, vous allez nous quitter pendant quelques instants et pendant ce temps-là, nous allons repasser, redonner la parole à Alexandre qui va nous parler des étapes. Oui, je vais rappeler les phases principales pour nos spectateurs matinaux. Alors, lors des premières phases de vol, les étages à poudre P80, Zefiro 23 et Zefiro 9 ont été suivis par la station sol de télémesure Galileo sur une durée de 6 minutes et 30 secondes. Pour des raisons de sauvegarde, ces trois étages retomberont dans la mer. Le dernier étage, intégrant un moteur liquide nommé LAVUM, atteint une orbite de transfert après une première durée d'allumage de 8 minutes. Cette phase a été suivie par les stations sol des Bermudes et du Canada à Saint-Hubert. Afin de rendre la première orbite héliosynchrone circulaire, un second allumage plus court d'1 minute et 30 secondes se produit en visibilité de la station sud-coréenne de Jeju après une longue phase balistique intermédiaire de 20 minutes. Une fois l'orbite ciblée atteinte, les 7 passagers en position supérieure, en position haute du SMSS sont libérés. Pour la seconde partie de la mission, un bref troisième allumage de la LAVUM se produira sous la station australienne de New Lança afin d'atteindre l'objectif héliosynchrone à 530 km d'altitude. Après une rotation de la Terre, après une rotation autour de la Terre, un quatrième allumage de la LAVUM va circulariser l'orbite d'injection CubeSat. La séquence de séparation sera suivie par la télémesure de la station au sol des Bermudes. Enfin, la mission se terminera par un cinquième allumage de la LAVUM. La mission Vega durera moins de 2 heures. Merci beaucoup. Donc, nous retrouvons Béatrice sur le plateau et je crois que on a renoué le contact avec le lanceur. Oui, alors c'est la fin de la première longue phase balistique. Jeju est en train d'acquérir les données du lanceur. On attend confirmation donc. Donc effectivement, nous devons attendre l'acquisition des données. Et donc le deuxième allumage à LAVUM se produira dans quelques minutes pour terminer la première orbite d'injection. Nous attendons maintenant cette confirmation.
Alors, les données sont, comme vous le disiez tout à l'heure, sont transmises quand il n'y a plus de visibilité, les données sont stockées et ensuite transmises dès que la visibilité revient, c'est ça? Juste. Ah, vous attendez encore la confirmation? Oui, je viens de recevoir cette confirmation, à savoir, je viens d'acquérir le signal du lanceur. Voilà. C'est ce qu'on confirme, le DDO à l'instant. Donc pour confirmer, toutes les données sont enregistrées pendant cette phase balistique et sont ensuite téléchargées vers cette station de poursuite en Corée du Sud. C'est cette station en Corée du Sud qui nous a fait de grosses frayeurs hier soir, non? Oui, c'était lié au typhon. Mais aujourd'hui, nous avons lancé avec une situation plus favorable. Formidable. Alors, les 46 passagers de l'étage inférieur ont été intégrés en Europe pour la toute première fois, en République tchèque, pour être précis, et nous allons rencontrer l'équipe de cette entreprise de service de lancement. Mais d'abord, je crois que vous vouliez dire peut-être quelques mots sur une innovation qu'il a fallu inventer. Oui. Eh bien, lorsque la campagne a repris fin mai, une quarantaine de 14 jours avaient été requises en Guyane française. Et, je suis désolé, je dois vous couper parce qu'on n'a plus trop le temps. Il y a 5 ans, nous avons commencé avec ce projet passionnant de lancement multiple de satellites pour rendre l'accès à l'espace plus accessible. C'était la première fois qu'une charge utile secondaire a été intégrée directement en Europe. Nous avons créé une zone sous douane qui nous permet de travailler avec des clients en dehors de l'Union européenne. Les clients livrent leurs satellites ici, à Brno, avant le lancement. Au bout d'une semaine d'opérations autonomes, ils étaient ensuite installés sur le module hexagonal du SSMS. Et donc 5 semaines avant le lancement, l'ensemble est transféré par camion à l'aéroport et prend ensuite un vol commercial pour la Guyane française pour les opérations finales d'assemblage. Alors Béatrice, on le disait à l'instant, juste avant la vidéo, vous étiez en train de nous expliquer comment vous avez dû faire preuve de créativité. Oui, alors effectivement, fin mai, la Guyane française donc, a appliqué une quarantaine de 14 jours. De nombreux clients n'ont pas pu obtenir l'accès à la base de lancement. Alors vous avez raison, eh bien, nous avons dû trouver un moyen d'effectuer des opérations. Et donc nous avons mis en place un processus de haute qualité pour suivre strictement les procédures opérationnelles fournies par les clients et utiliser pour la première fois des lunettes intelligentes qui permettent aux clients de suivre à distance les activités opérationnelles, de les piloter et éventuellement d'évaluer la navigabilité de leur satellite et son aptitude au vol. Voilà, la nécessité est mère de l'invention, comme on dit. Et vous avez trouvé les moyens de le faire. Donc Alexandre, on s'approche de la séparation. Comment est-ce que la séparation se produit précisément? Oui, alors les 4 premiers satellites vont être libérés dans le cadre d'une séquence temporelle constante. Toutes les vitesses relatives de séparation ont été définies en réglant chaque dispositif de séparation grâce au facteur de temps et de vitesse. Nous assurons une séparation en toute sécurité pour chaque client. Ça signifie que pour ce type de mission de covoiturage spatial, une stratégie de séparation complexe
d'être mise en place en raison du nombre de satellites et de la nécessité d'éviter toute collision. Et nous avons ici la confirmation du deuxième allumage de la VOOM, qui aura une durée d'1 minute et demie. Je rappelle que le but du deuxième allumage est de circulariser l'injection orbitale finale. Donc, de très nombreux passagers ce soir. Là, je vois qu'il y en a un qui pèse 138 kg, fait à peu près la taille d'un petit frigo. Et il y a des nanosatellites en position basse qui sont pas tellement plus gros qu'un smartphone, c'est ça, non? Oui, tu as absolument raison, Lise, sur SSMS. Donc, le plus petit satellite a à peu près la taille de ce smartphone. Donc, imaginez si vous en empilez 12, vous pouvez arriver à une petite constellation avec un seul ordre de séparation dans le même rack. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un satellite aussi minuscule? Alors, n'oubliez pas que si je souhaite mettre en orbite ce téléphone portable, ce satellite de 150 grammes dispose d'un appareil photo, d'un GPS et d'accéléromètre couvert par une batterie longue durée. Avec ce petit appareil, j'obtiens un satellite avec des fonctions principales: observation, localisation et diagnostic d'attitude. C'est tout à fait fascinant, merci pour ces explications. Et donc nous avons ici l'extinction de la VOOM qui est confirmée. Ça veut dire que c'est une lumière, donc c'est un feu vert pour séparer le premier lot de satellites. La séparation va commencer. Alors comme vous pouvez l'imaginer, au CDC, tous les yeux sont rivés sur les écrans d'ordinateur avec une séparation qui devrait avoir lieu dans moins de 20 secondes. Et comme Luce nous le disait plus tôt, c'est un moment de silence et de concentration au centre de contrôle. Séparation Athéna. Séparation des moches DUPMSAT 2. Separation are confirmed. The first one on longitudinal direction and the first transversally. Donc, nous avons une séparation en direction longitudinale et l'autre en direction transversale. Voilà, première de 3 séparations. Et là, vous voyez les expressions de joie ainsi que les drapeaux slovènes qui se lèvent. C'est-à-dire que je suis particulièrement touché de voir la séparation réussie de l'un de ces satellites, puisqu'il a été développé et fabriqué par les étudiants de l'université de Madrid, où j'ai moi-même été étudiante. Et donc, si aujourd'hui, travaillant dans le secteur spatial, c'est grâce à l'un de ces projets universitaires. Je voudrais donc souligner l'importance de ces petits satellites pour motiver et former les futurs ingénieurs spatiaux. Je voudrais également remercier toutes les entités qui apportent le soutien nécessaire pour que cela se traduise dans la réalité. Merci beaucoup à tous les acteurs. Voilà, un témoignage émouvant. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Béatrice, ce soir. Alors, vous allez nous quitter maintenant et nous allons accueillir à nouveau Luce Fabriguet, mais tout d'abord, nous allons regarder ce petit film de l'ESA. Grâce au SSMS, service pour les missions de petits satellites, plus de 50 satellites seront lancés en même temps. Ce nouveau dispenseur a été développé par ESA et Avio et fabriqué par SAB Aerospace en République tchèque. La Commission européenne contribue à ce vol de démonstration de faisabilité. Jusqu'à présent, les possibilités de lancement pour la plus petite classe de satellites étaient limitées, car il fallait généralement recourir à de grandes capacités inutilisées de lancement de satellites pour la mise en orbite d'un module. Avec le SSMS, l'approche est différente. Le service SSMS permet d'effectuer des lancements dédiés spécifiques et adaptés aux petits engins spatiaux. Cela permet ainsi d'une part une réduction du coût de lancement et d'autre part une maximisation des possibilités de lancement. Le SSMS est composé de plusieurs éléments: un module hexagonal, des tiges, des tours, des colonnes, etc. Ils peuvent être assemblés selon différentes configurations en fonction des besoins des satellites à lancer, offrant une grande polyvalence et la capacité de satisfaire n'importe quelle combinaison de clients. L'intégration de la charge utile pour la partie inférieure du système est réalisée en Europe par le fabricant du SSMS, ce qui réduit les coûts et les efforts pour les petites sociétés de satellites. Les satellites du niveau supérieur sont ajoutés à Kourou.
Une fois en orbite, les satellites seront déployés de manière coordonnée. Et ensuite, l'étage supérieur de Vega, transportant le SSMS, se désorbitera. Ultérieurement, ce nouveau dispenseur servira aussi pour Vega C, offrant une capacité supplémentaire de 800 kg et un plus grand volume pour le même coût que Vega aujourd'hui, transportant encore plus de passagers par lancement avec une importante réduction des coûts par kilo. Un développement important pour l'Europe dans un marché de lanceurs en évolution. Aujourd'hui, nous essayons de couvrir tous les besoins du marché que nous rencontrons en ce qui concerne le lancement de satellites en orbite terrestre basse. Le service SSMS est aujourd'hui compatible à la fois avec Vega ainsi qu'avec la version améliorée de Vega appelée Vega C. En réalité, nous concevons aujourd'hui une version généralisée du SSMS pour Vega C afin de pouvoir lancer à l'avenir tout type de combinaison de petits satellites. Par ailleurs, nous profitons de l'occasion que nous offre Vega pour obtenir une démonstration de faisabilité. Pour ce vol inaugural, SSMS placera tous ses passagers sur la même orbite synchrone du Soleil à une altitude de 550 km. À l'avenir, Vega pourrait placer ses charges utiles sur des orbites distinctes. Avec SSMS, l'Europe rend son lanceur Vega léger plus polyvalent, offrant ainsi de nouvelles possibilités de lancement aux petits fabricants et opérateurs de satellites, et ce, à des coûts compétitifs. Et donc, nous retrouvons maintenant en direct depuis Darmstadt, en Allemagne, le directeur général de l'ESA, Jan Wörner. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, merci beaucoup de nous avoir rejoints à cette heure un peu tardive. Donc vous le disiez, c'est l'ESA qui a financé le développement de ce matériel SSMS et qui a contribué au financement de ce vol de validation. Qu'est-ce que ce projet représente pour l'ESA ? Alors, ce projet pour nous, c'est un projet extrêmement important parce que l'objectif est de montrer la souplesse, l'agilité et la réduction des coûts. Et donc ici, ce concept SMMS, et ce service de lancement des petits satellites. C'est un cas spécial parce que nous avons ici ce soir 53 satellites à bord venant de différentes sources, différents pays, donc 21 clients, 13 pays. Et donc c'est un projet extrêmement important et c'est aussi le retour en vol de Vega après l'échec du vol Vega 15. Et donc c'est un jalon très important. Et ce vol, évidemment, a lieu dans une période tout à fait particulière. Comment l'ESA a-t-il géré le confinement, le coronavirus ? Alors, le confinement dû au coronavirus, dès le mois de février, nous avons observé l'évolution de la situation et nous sommes passés en mode télétravail dès le mois de mars. Et nous avons envoyé chez eux tous les personnels. Le télétravail, c'est une activité normale maintenant dans nos vies quotidiennes. Cependant, pour les opérationnels, c'est plus difficile. On ne doit pas envoyer également tout le monde en mode télétravail, mais il y a également Kourou, il y a toutes les activités opérationnelles. Le centre opérationnel à Darmstadt également, on ne pouvait pas plus se déplacer étant donné les restrictions imposées par le virus. Et donc, nous avons réduit le nombre de personnels présents en activité opérationnelle et nous avons en même temps accéléré notre programme. Et nous sommes maintenant de retour et c'est une bonne chose. Alors comme vous le disiez, nous sommes de retour et nous avons également Luce Fabreguet qui est de retour et qui aurait une question à vous poser. Oui, effectivement, Yann, c'est également le retour en vol de Vega. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ESA, selon vous?
Vous voyez, pour moi, sur le plan personnel, eh bien, c'est un soulagement d'avoir vu ce lancement et ce décollage merveilleux, parce que si le décollage marche pas, eh bien, reste ici un problème. Mais là, eh bien, si quelque chose, si un événement survient au moment du décollage, eh bien, il y a toujours des actions à mettre en œuvre. Mais moi, si je vois ici que tout a bien fonctionné, c'est une grande satisfaction pour Avio, ESA, eh bien pour Ariane Espace, c'est vraiment, je suis ravi de cette réussite. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir, ou plutôt ce matin, Jan Werner, directeur général de l'ESA. Voilà, c'était Jan Werner, en direct depuis Darmstadt, en Allemagne. Et donc une coopération tout à fait particulière entre l'ESA et l'Union européenne. Donc interview avec un représentant de la Commission européenne. The European Commission considers that this experience is extremely important because actually we want to use this experience to launch new satellites and to test small satellites in orbit. And from that point of view, developing this kind of technology is fundamental for us because we believe that in the future this technology will continue to grow in Europe, but also elsewhere in the world. And we want Europe to remain competitive and to be part of these developments. So from that point of view, the European Commission is very keen actually to have this kind of testing in orbit with the new Vega launch. And of course for that, the cooperation with ESA is fundamental for us because we really believe that it's important that all of us work together to develop this type of technologies in Europe. In this particular case, the Commission has been quite ambitious because we financed more than 11 million euros for this launch. And actually what we want to test is actually the possibility to have small satellites being launched and being tested in orbit. We really believe that small satellites are a key factor and key players in the future of the space sector in Europe and elsewhere also, and we want Europe to play a very important role in this sector. If I knew about the future, you know, but I can tell you at least that the current Horizon 2020 program will be replaced by a program which is called Horizon Europe, which is not yet completely final because we still don't know the amount of money which will be available for this program, for this research program. But what I know is that space will continue to be financed through this research program, Horizon Europe. And of course, in this context, as the European Commission, we will continue to work with our key player, ESA. And certainly, we are now working on how to establish our future relationship with ESA in a global context, not only, of course, for research, but also for the flagship programs like Galileo and Copernicus. Et nous nous approchons maintenant de la deuxième séparation, les trois passagers suivants qui se trouvent sur l'étage principal. Oui, alors nous allons libérer trois satellites sur le point d'être libérés. Deux satellites sont libérés simultanément et le dernier 80 millisecondes plus tard. C'est la stratégie, comme j'ai dit précédemment, en termes de vélocité et une séquence chronologique. Et voilà, nous venons d'avoir l'acquisition de la station de Nursia en télémesure. C'est la dernière station, c'est ça? Oui, effectivement, nous avons été obligés d'attendre cette acquisition pour effectuer les injections, donc les libérations de satellites, car toutes les phases actives, compris les séparations, doivent être suivies par des stations au sol, sur la loi française. Donc vous avez tous les lanceurs depuis Ariane doivent pouvoir donner et justifier les données des lanceurs lors des phases critiques que sont la propulsion et la séparation. Je tiens à ajouter un grand remerciement à toute l'équipe du CNES pour ce sujet très important en termes de design de mission, du suivi de la mission également, de l'exploitation en Guyane française. Un grand merci. Alexandre. Ah là là, vous devriez voir la tête d'Alexandre. Alors la mission effectivement n'est pas terminée, mais je suis ravi de cette séparation de ces 7 satellites. Donc effectivement, séparation des 7 premiers satellites. Alors on ne voit pas tellement les sourires derrière les masques, mais on les imagine bien.
Ah oui, on voit les sourires derrière les masques et voilà la confirmation de la séparation. Longue vie donc à nos 7 premiers bébés déjà séparés, mis en orbite. Et ils sont restés au sol pendant quelques mois, plus longtemps que l'accoutumée. Chacun d'entre eux commence bien sa vie, son parcours individuel, et nous souhaitons à chacun de ces satellites une longue vie dans l'espace. Et Alexandre, vous vouliez nous dire quelque chose sur un de ces satellites? Oui, il y a une autre validation dans ce vol, et c'est un petit peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées russes. Les matryoshka, on voit de la plus grande à la plus petite à l'intérieur parce que de ces satellites contient une douzaine de CubeSats à l'intérieur. C'est la démonstration de nouveaux concepts montrant qu'il est possible de déplacer les satellites en attitude et en altitude tout au long de leur vie. Voilà, c'est l'avenir. Oui, absolument, c'est l'avenir. Donc, Luce, 46 CubeSats vont se séparer dans quoi? Ce sera un record. 3 minutes. Pour Arianespace. Ce sera une première pour Arianespace. Oui, une grande première. Donc beaucoup de grandes premières ce soir. Absolument. Ah oui, quelle mission ce soir. Donc nous allons bientôt retourner à Kourou pour écouter Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. Après cette deuxième séparation réussie, Arianespace lance ses lanceurs depuis la Guyane française depuis 40 ans. Donc nous allons regarder un film qui marque cet anniversaire. En décembre 1979, Ariane 1, le premier lanceur orbital de conception européenne, prend son envol. Développé grâce aux travaux préliminaires de la France sur la fusée Diamant, Ariane est pensé dès l'origine pour l'orbite géostationnaire. Une particularité qui va lui permettre de desservir le marché des satellites de télécommunications. Pour saisir cette opportunité, les Européens créent dans la foulée la société Arianespace en 1980, la première entreprise commerciale de transport spatial. Très rapidement, elle trouve son créneau. Le premier lanceur de la famille Ariane réalise 11 vols entre 1979 et 1986, aussi bien pour le compte de clients institutionnels que commerciaux. Ariane 1 est notamment choisi pour lancer Giotto, la première sonde d'exploration de l'Agence spatiale européenne en direction de 2 comètes. Fort de ce succès, l'ESA développe rapidement Ariane 2 et 3, des fusées plus puissantes capables d'accompagner la prise de masse des satellites de télécommunications. Ensemble, elles réalisent 17 vols entre 1982 et 1989 opérés par Arianespace. Ariane 3 se distingue notamment par ses lancements doubles, capables d'envoyer 2 satellites à la fois vers l'orbite géostationnaire. Une technique qui va vite devenir la marque de fabrique d'Arianespace. La fin des années 80 marque l'arrivée d'Ariane 4, un lanceur basé sur la même architecture que ses prédécesseurs, mais encore plus capable. Ariane 4 est notamment un lanceur modulaire, décliné en 6 versions. Sur le marché, il connaît un succès foudroyant. En seulement 15 ans, la fusée va effectuer 116 tirs pour des clients basés dans le monde entier. À Kourou, les années 90 marquent ainsi une période d'effervescence. Le rythme y atteint régulièrement un lancement par mois. La modularité et les capacités d'Ariane 4 permettent à Arianespace de capter 50% du marché mondial des lancements commerciaux. Ariane 4 prend sa retraite en 2003 et passe le relais au nouveau membre de la famille, Ariane 5. D'une architecture complètement différente, cette dernière reprend néanmoins avec brio le rôle de sa grande sœur. Encore une fois, il s'agit de monter en puissance pour rester en phase avec les satellites de télécommunications de plus en plus massifs, tout en conservant la stratégie des lancements doubles vers l'orbite géostationnaire. En parallèle d'Ariane 5, Arianespace fait le choix d'élargir sa gamme de lanceurs, en offrant des vols du lanceur historique Soyouz depuis le centre spatial guyanais dès 2011.
Une évolution qui permet notamment de soutenir le déploiement de la constellation Galileo, la solution européenne de navigation par satellite. À travers sa filiale russo-européenne Starsem, Arianespace offrait déjà la possibilité d'exploiter ce lanceur depuis le cosmodrome de Baïkonour, dans le cadre d'une collaboration avec l'agence spatiale russe Roscosmos. C'est la solution qui avait été choisie par l'ESA pour l'envoi des sondes Mars Express et Venus Express au milieu des années 2000. En 2012, c'est Vega, un lanceur léger, qui entre en service. Développé par Avio à l'initiative de l'Italie, il illustre le savoir-faire européen dans le domaine de la propulsion solide. Malgré sa petite taille, il a déjà participé à des missions prestigieuses. En 2015, c'est lui qui a propulsé le démonstrateur de rentrée atmosphérique IXV. La même année, il a effectué le lancement de l'ESA Pathfinder, un autre démonstrateur qui va permettre à l'ESA de concevoir un immense interféromètre laser dédié à la détection des ondes gravitationnelles. Avec ces deux nouveaux lanceurs, Arianespace dispose d'une solution complète, capable de répondre à l'ensemble des profils de mission, en orbite basse, moyenne ou géostationnaire. Ariane 5 est maintenant dans sa 24e année. Elle a donc volé pendant plus de la moitié de l'histoire d'Arianespace. Au cours de cette période, la fusée a effectué plus de 100 lancements, dont des missions prestigieuses pour le compte de l'ESA. Elle a lancé l'observatoire en rayon X XMM Newton. Elle a propulsé la mission Rosetta vers la comète 67 PTG, la mission Bepi Colombo vers Mercure et les vaisseaux pressurisés ATV vers la Station spatiale internationale. Arrivée en fin de vie, elle n'a pas fini d'écrire l'histoire, puisque c'est elle qui lancera le très attendu télescope spatial James Webb. Soyuz a pour sa part réalisé 23 lancements depuis le centre spatial guyanais, tandis que Vega en comptabilise 15. Après 40 ans d'existence, Arianespace doit maintenant faire face à de nouveaux défis. Les années 2010 ont marqué un renforcement de la concurrence sur le marché commercial. Les prix sont tirés vers le bas et le rythme des innovations s'accélère. Les satellites sont aussi en train de changer, guidés par de nouveaux usages. L'explosion des besoins en communication va nécessiter que les réseaux terrestres existants soient complétés par des constellations de satellites en orbite basse, qui apporteront l'Internet pour tous et partout à des coûts abordables. L'observation de la Terre en haute résolution promet de révolutionner notre connaissance de notre environnement. La recherche, l'agriculture, la gestion du trafic maritime et même la finance pourront profiter d'images satellitaires actualisées plusieurs fois par jour grâce à des constellations dédiées. Ce ne sont donc pas les opportunités de lancement qui vont manquer. Les objets spatiaux seront de plus en plus variés, répondant à des besoins très divers. De la connaissance de notre univers avec des sondes d'exploration ou des télescopes spatiaux, au programme destiné à une vie meilleure sur Terre, l'espace est utile, utile à tous. Pour répondre à ces changements, et grâce au travail d'équipe avec les agences spatiales partenaires, la gamme d'Arianespace va évoluer. Du côté des lanceurs légers, une nouvelle version de Vega, dénommée Vega C, s'apprête à entrer en service. Vega a été boostée par son maître d'œuvre industriel Avio. Plus puissante et dotée d'une coiffe plus volumineuse, elle pourra desservir aussi bien le marché institutionnel que celui des smallsats, qui connaît une croissance fulgurante. Le lanceur léger européen se dote ainsi d'une nouvelle plateforme modulaire qui va lui permettre d'embarquer plusieurs dizaines de petits satellites dans des vols dédiés. Du côté des lanceurs lourds, c'est Ariane 6 qui va bientôt s'envoler. Le nouveau fer de lance d'Arianespace combine la puissance d'Ariane 5 avec la modularité d'Ariane 4. Disponible en deux versions, il se montrera très polyvalent. Ariane 6 pourra à son tour s'adresser au marché des petits satellites, par exemple lors de missions partagées vers l'orbite géostationnaire. Son nouvel étage supérieur réallumable Vinci fera d'Ariane 6 une solution particulièrement efficace pour le déploiement de méga-constellations. Ces évolutions lui permettront de s'élancer vers des destinations inédites pour l'Europe telles que la Lune, ou de propulser des missions interplanétaires. Et bien entendu, les lancements doubles vers l'orbite géostationnaire sont toujours au programme. Afin de rester compétitif sur les prix, Ariane Group, le maître d'œuvre industriel de la fusée Ariane, a opéré une réorganisation profonde de son outil industriel et développe de nouveaux procédés innovants tels que la fabrication additive.
l'industrie de l'accès à l'espace est en train de subir de profondes mutations. Les partenaires du programme Ariane se préparent donc déjà à l'après-Ariane 6 avec le projet Ariane Next. Ariane Group travaille actuellement sur le moteur Prometheus. Conçu pour être réutilisable, il brûlera du méthane et devrait diminuer significativement les coûts de production. En parallèle, Callisto et Themis, deux démonstrateurs de lanceurs réutilisables, effectueront leurs premiers essais dans les années qui viennent. Après 40 ans d'existence, Ariane Espace est plus que jamais au cœur de la stratégie spatiale européenne. L'entreprise continue d'assurer un accès à l'espace indépendant pour les agences et les gouvernements d'Europe, tout en offrant une solution de choix pour les opérateurs de satellites du monde entier. Bien comme promis, nous retournons à Kourou en duplex pour écouter le président exécutif d'Ariane Espace, Stéphane Israël. Donc bonsoir à vous, bonjour plutôt pour nous d'ailleurs. Oui, bonjour. Donc on vous a écouté tout à l'heure et là on vient d'assister aux 7 séparations principales. Et là, ça y est, on atteint les 700 satellites lancés. Encore une première pour Ariane Espace. Oui, c'est une autre première. Maintenant, nous dépassons les 700 satellites déployés par Ariane Espace. Depuis sa fondation, c'est une autre première. Ce soir, vous avez vu juste. Je suis sûr que c'est sans doute pour vous une occasion d'envoyer quelques messages à tous les partenaires avec qui vous avez travaillé si dur sur cette mission. Oui, je veux sincèrement adresser mes remerciements à nos clients qui nous ont fait confiance pour ce vol. Nous avons eu la séparation des 7 premiers satellites et bien nous attendons la séparation des 46 autres satellites. Bien, nous allons avoir 26 injections pour séparer ces satellites à quelques secondes d'intervalle. Donc ça va être absolument captivant dans quelques minutes. Je tiens à adresser mes remerciements à nos clients et comme je l'ai dit, ils nous viennent de 13 pays différents. Nous avons 21 clients ici. Nous tenons à les remercier. Bien évidemment, je tiens à remercier nos partenaires car la réussite de ce soir, c'est la réussite de l'équipe européenne, maître d'œuvre Avio, basé à Corefero en Italie, avec le soutien de l'ESA et puis la Commission européenne. Nous a porté un concours extrêmement important. Nous tenons à remercier, alors c'est une réussite pour l'Europe, et nous tenons à remercier tous nos partenaires ainsi que toutes les équipes Ariane Espace. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, la mission n'est pas encore tout à fait terminée. Alors, ceux qui sont intéressés pourront suivre la suite sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, vous pouvez suivre tous les événements sur les médias sociaux, les réseaux sociaux et Twitter. Et maintenant, la séparation surviendra dans quelques minutes. Et alors, quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir, que ce soit à Kourou ou ici à Paris pour une prochaine mission? Alors nous serons effectivement de retour en Guyane française à la mi-octobre, le 16 octobre, pour un lancement Soyouz. Je pense que c'est un symbole également de notre famille de lanceurs. À savoir, nous venons de la réussite Ariane mi-août, nous sommes avec la réussite Vega, et donc ce sera le tour de Soyouz en octobre. Nous avons une belle famille de lanceurs répondant à tous les besoins de nos clients. Merci infiniment et bonne chance pour la fin de cette mission à Kourou. On va vous laisser retourner au travail. Merci encore de nous avoir rejoints, Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace. Merci Elise, merci à vous. Merci. Alors donc, Luce, mi-octobre, la prochaine mission, vous travaillez dessus, j'imagine déjà.
Oui, absolument, dans 6 semaines. Eh bien, je nous à peine parler de ce grand frère de Vega, parce que la mission Vega est encore en cours. Eh bien, ce sera un tel soulagement à la fin de cette mission Vega, et je pense que toutes les équipes vont profiter de ce moment et célébrer cette réussite. Mais il est vrai que Arianespace, avec nos partenaires russes et le CNES, les équipes du CNES, au CSG et en Guyane française, eh bien, ont déjà commencé les activités opérationnelles de préparation de ce lancement Soyouz dans 6 semaines. Alors on espère vous revoir, que ce soit ici à Paris ou en duplex depuis Kourou, d'ici à 6 semaines. Donc comme vous le disiez, il commence à être un peu tard à Paris, voire un peu tôt, et nous allons bientôt mettre fin à cette vidéotransmission, mais nos équipes réseaux sociaux vous accompagneront tout au long de cette mission, jusqu'à la fin de cette mission, et Alexandre va encore nous parler des différentes étapes qu'on va pouvoir suivre. Oui, alors il était important de noter qu'avant la station de Nuancia, eh bien, un 3e allumage aurait lieu. Eh bien, la chronologie Glian se terminera par la mise en orbite des 46 CubeSat. 15 km plus haut que la séparation précédente, après deux courts allumages, j'avoue, mais une seconde phase balistique longue. Cette seconde phase balistique longue, et puis il est important de noter qu'un séquenceur dédié à bord enverra les ordres, les commandes de séparation dans un délai de 160 secondes. Et donc pour les 46 CubeSat, et tous les ordres de séquence et les directions de séparation ont été optimisés pour garantir à chaque client des conditions de sauvegarde à l'injection. Il n'est pas facile, effectivement, d'arriver à cela pour 46 satellites pendant ce délai de 160 secondes. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc tout ceci devrait se produire dans quelques dizaines de minutes. Et bien sûr, nous souhaitons remercier l'ensemble des équipes ici à Paris et bien sûr toutes les équipes à Kourou qui ont rendu cette vidéotransmission possible. Merci beaucoup à nos interprètes qui vous ont permis de suivre cette vidéotransmission en français, Marc Fermin et Alexandre Carayon. Merci à vous. Et merci à Alexandre de nous avoir accompagnés toute la soirée, nous avoir expliqué. Merci. Eh bien, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Et merci aussi beaucoup à Luce. Nous espérons vous revoir d'ici à 6 semaines alors. Merci à vous, Lise. Donc merci à tous, à toutes les équipes ce soir, et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et on vous revoit très très bientôt. Et on va vous laisser sur ces quelques images du lancement de ce soir et vous retrouver très vite.
Allumage et décollage.